fonctionner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui sur le campus Saint-Paul pour les 5e rencontres Art Sciences, organisées, portées par la compagnie Allée Gaillan avec les universités de la commune Lyon-Saint-Étienne et à laquelle nous sommes heureux de participer depuis 3 ans. Et je pense que le premier mot revient à Michel Allée Gaillan lui-même. Annick Rivet, merci Madame la vice-rectrice. Juste un petit mot d'accueil, je suis Michel Allée Gaillan. On est très heureux d'organiser ces rencontres art-sciences interuniversitaires, à la fois pour les étudiants dans leur cursus universitaire, à la fois pour nos étudiants danseurs dans notre classe de formation, et puis aussi pour les lycéens, puisqu'on a ici une classe des minimes que l'on salue et que l'on applaudit. Nous avons un programme extrêmement intense, mais je laisse la parole à Annick pour dire les quelques mots de présentation, et nous allons commencer le plus vite possible. Merci. J'ai entendu, je dois être bien. Voilà, alors des rencontres art-sciences, ce que je voulais dire peut-être pour commencer, c'est que à la fois, je pense que c'est une occasion, et là vraiment, on est ravis de voir autant de jeunes visages dans la salle, parce que c'est une occasion quand même de travailler une question qui est une question ouverte aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Comment allons-nous faire, comment faisons-nous pour que les disciplines entre elles puissent mieux dialoguer, croiser leur regard, croiser le regard entre les sciences et l'art est aussi quelque chose qui nous semble tout à fait important, tout à fait à travailler et ouvert aujourd'hui. Et puis dire aussi que je pense que c'est quand même encore une aventure de le faire. Et peut-être ne pas cacher, voire même dire que chaque année, dans cette aventure, bien, la question se pose, comment va-t-on faire? Est-ce que l'alchimie va prendre? Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Et ça fait partie et du plaisir et de la curiosité et de la stimulation apportée par ces rencontres. Et puis chaque année, c'est aussi s'apercevoir qu'en fin de compte, quand on essaye d'aller au bout, quand on le fait, eh bien, ce sont des perspectives que l'on n'attendait pas, mais qui ouvrent d'autres paysages, qui font voir les choses autrement, et ça, c'est aussi toujours une très belle surprise. Alors malgré tout, même si j'ai entendu que je devais être rapide, il y a moins de points que je voudrais dire aussi en introduction de ce qui nous semble cette année avoir particulièrement de sens dans l'accueil de ces rencontres. Et peut-être deux points. C'est d'une part le lieu dans lequel nous sommes, c'est le campus Saint-Paul, nous l'appelons comme ça. L'UCLI y a emménagé en septembre 2015, donc vous voyez que c'est quand même vraiment tout récent. Et c'est un lieu qui a une histoire. Et après tout, le thème, les traces écrites, eh bien, le thème parle d'histoire, en tous les cas, il parle de mémoire. Et il parle un peu du passé, du présent et du futur. Et c'est peut-être ça que je voulais juste pointer. Parce que 2015, à la fois pour l'UCLI, c'était une année assez particulière. L'emménagement dans ces locaux, c'était aussi les 140 ans de l'établissement. C'était aussi l'occasion d'accueillir, de dépasser ce qu'on appelle la barre des 10 000 étudiants et auditeurs libres. Donc à la fois un moment très symbolique, et puis un moment symbolique renforcé par ces bâtiments. Et je ne vais pas détailler le projet, mais peut-être quand même dire que ces bâtiments ne sont pas neutres, ne sont pas rien, et vraiment je pense que du côté de la trace, ils doivent aussi avoir une valeur symbolique forte. Nous arrivons ici dans des bâtiments qui ont été complètement transformés et qui, il y a 3 ans encore, étaient, lorsque nous avons commencé les travaux, étaient des bâtiments dédiés à une prison. Faire une université que nous voulons du XXIe siècle dans des locaux qui sont ceux d'une prison du XIXe siècle, bon, je vous laisse imaginer, c'est quand même un défi.
c'est important. Le projet lui-même était sous le signe d'un slogan qui était la vie grande ouverte. Et c'est peut-être là qu'on rejoint cette notion de trace, de passé, de présent et de futur, parce que lorsque nous sommes arrivés, eh bien, en fin de compte, on a plus que des traces, on a encore des parties de bâtiments, il y a 40% des bâtiments qui ont été conservés, notamment le plan en étoile qui caractérisait ces bâtiments. Donc on reconnaît encore, à travers les pierres, ce qu'ils ont pu être et ce passé, mais on est aussi dans un présent qui fait que ces bâtiments ont été transformés de fond en comble à l'intérieur, mais aussi complétés par des bâtiments qui eux sont neufs, qui travaillent avec les technologies d'aujourd'hui, qui accueillent des jeunes, des étudiants, et tout cela nous ouvre sur le monde, sur le futur. Voilà, c'est simplement cet aspect que je voulais souligner à travers la dimension peut-être un peu symbolique que peut prendre l'accueil de ces rencontres cette année, d'autant que l'art avait été présent en 2012 lorsque nous avons ouvert à la visite des Lyonnais les locaux des prisons. Et bien des artistes étaient venus travailler avec nous pour déjà contribuer à transformer un peu ces livres. Et puis le deuxième point symbolique, lui aussi, c'est que dans ces traces d'écriture, eh bien, l'Arménie est présente. Et à travers ce thème et cette présence, c'est une autre dimension, je vais dire, ou un autre aspect de l'UCLI qui peut être mise en évidence, en lumière. Et parce que c'est rare et parce que c'est un lieu rare, je vais vous demander l'autorisation de dire quelques mots qui viennent de Maxime Lévadian, qui est le titre. Cela est préparé, organisé par la chaire d'arménologie, une chaire qui existe depuis 1987 au sein de la faculté de théologie. Alors sans reprendre toute son histoire, dire que sa vocation est de proposer des cours d'histoire, de théologie et de spiritualité arménienne, ouverts aux étudiants de l'UCLI et à des auditeurs externes. Dire également qu'elle est soutenue par deux fondations, une fondation de Lisbonne, la fondation Calus Gulbenkian, et la fondation Gulbenkian, ici à Lyon, qui est bien connue. La chaire, aujourd'hui, a été confiée à l'association Sources d'Arménie, qui avait déjà une large palette de formation, et Maxime Lévadian, qui est historien spécialisé dans l'histoire du christianisme ancien, en est le titulaire depuis 2011. Et l'accent est mis depuis plusieurs années sur des thèmes qui permettent de développer la complémentarité avec d'autres enseignements. On se retrouve encore une fois en terre inconnue de croisement des enseignements et des disciplines. Et donc l'an prochain, le thème du cours d'histoire sera la présence arménienne en Terre Sainte des origines à nos jours. Plusieurs universitaires européens et américains seront invités à intervenir lors de cette année de cours, qui permettra aux étudiants de découvrir une face méconnue mais importante par sa constance et ses implications de cette présence chrétienne au cœur des lieux saints. Voilà, je pense que merci encore d'avoir permis aussi de valoriser ce travail qui est fait. Et puis un dernier mot quand même pour remercier tous ceux, toutes celles et ceux sans qui tout cela ne se ferait pas, toutes celles et ceux qui ont travaillé à cela, dans la compagnie Anne Moret. Je pense qu'elle mérite d'être citée, ne serait-elle une seule citée, mais évidemment pas seule. Et puis bien d'autres avec vous. Voilà. Et puis les étudiants aussi qui permettent cela. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Clivet, pour l'accueil tout simplement de l'Université catholique. C'est la troisième édition dans cette configuration, disons, UDL, que nous faisons autour de la compagnie Allais et Gaillan. La première était à Lyon 3, donc chez moi, si je puis dire. La seconde se passait à Saint-Étienne. La prochaine, nous verrons. Mais c'est toujours une aventure fort agréable et angoissante en même temps. Surtout pour moi qui suis chargé, alors que c'est, comment dire,
contre ma nature de modérer et d'organiser la journée. Lorsque le comité a décidé que cette année nous travaillerions sur la thématique de traces écrites, j'ai tout de suite pensé à Michael Ventris. Michael Ventris, ce n'est pas lui. Michael Ventris, je vais vous raconter l'histoire de cette aventure intellectuelle tout à fait extraordinaire. C'est le déchiffreur du linéaire B. Donc c'est lui, c'est grâce à lui que nous savons lire des textes qui, sans cela, continueraient à être des textes perdus. Ce qui est extraordinaire dans son travail, c'est qu'il part en réalité d'une impasse absolue. Parce que le système graphique qu'on appelle linéaire B n'est pas connu ailleurs que sur la zone et à l'époque très ancienne où on l'a pratiqué. Donc on en trouve sur des gisements nombreux en Crète et sur des gisements dans le Péloponnèse, notamment à Pylos et à Mycène, et sur une période très courte d'environ 200 ans, et ça s'interrompt vers 1300 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc une courte période de productivité de ces textes, et puis ensuite cette écriture disparaît. Donc on ne sait pas l'exploiter. Alors il y a des tas de langues qui sont notées avec des alphabets empruntés. Par exemple, l'alphabet latin, ça sert à noter des tas de langues qui ne sont pas du latin. L'alphabet arabe, ça sert à noter des langues qui ne sont pas de l'arabe. Donc il suffirait qu'on sache lire l'alphabet arabe pour savoir lire une autre langue que l'arabe et qui a noté ses sons au moyen de cet alphabet que nous connaissons. Mais là, nous ne connaissons pas ce système graphique. D'autre part, nous ne savons pas non plus quelle est la langue qu'il faut trouver. On sait que ça se passe en Crète et en Grèce, et les archéologues sont formels, c'est du crétois, puisque ça se trouve en Crète et que la Crète a colonisé la Grèce à cette époque-là. Donc c'est du crétois, et le crétois, on ne sait pas ce que c'est, probablement une langue sémitique apparentée aux Phéniciens, mais on n'en sait guère plus. Or, c'est du grec, et non pas du crétois. Et ça, c'est Ventris qui nous l'a montré. Et troisième et dernier écueil de taille, c'est que nous ne possédons absolument aucun texte bilingue, et il n'a, avant Ventris, jamais existé de déchiffrement d'une écriture inconnue, notant une langue par ailleurs inconnue a priori, sans le secours d'un texte bilingue. Quand Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, je ne veux pas minimiser son mérite, il avait affaire à un texte trilingue, dont il connaissait deux langues, notamment le grec. Lorsque Rosny, au début du XXe siècle, a déchiffré le hittite, eh bien, il avait un texte de traité bilingue entre égyptien et hittite. Donc, puisque Champollion était passé par là, on savait lire la partie égyptienne, et donc on cherchait les noms propres, comme avait fait Champollion, qui nous renseignait sur le système graphique. Tel nom propre d'un mot hittite devait se trouver là dans le texte, et c'est comme ça que Rosny a déchiffré le cunéiforme hittite. Ici, rien, aucun texte bilingue. Alors, ça se présente comme ça. Vous avez ici la tablette au trépied, et de cette tablette au trépied, on peut déduire un certain nombre de choses. Par exemple, que l'écriture se fait de haut en bas et de gauche à droite. Sinon, quelle idée de commencer en bas au milieu? Donc là, il a commencé le script tout en haut, et il s'est arrêté lorsque le texte s'arrête. Bon. Donc ça, on le sait. C'est déjà ça. Donc il est écrit sur 3 lignes, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de texte à inscrire. Le support est connu, c'est une tablette d'argile, donc c'est de la matière très ductile, très, comme de la pâte à modeler, dans laquelle il est facile de graver des traits relativement nets. Ça n'est pas destiné à durer, c'est destiné à être retourné à la terre ou à être remodelé pour une autre tablette, mais c'est simplement parce qu'il y a eu des incendies et que ces choses-là ont cuit qu'elles se sont conservées, durcies jusqu'à nous. Et elles ont, semble-t-il, été brûlées dans des incendies volontaires suite à une invasion de Grecs, d'autres Grecs que cela. Donc on a un grand nombre de supports, de tablettes, mais avec les difficultés que je vous ai décrites. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait, voici un détail gauche de la tablette, on sait que donc le sens de l'écriture, on le saurait aussi par la manière dont l'écriture se fait, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le ductus nous montre que c'est
d'extroverse, ça va vers la droite. Hein. Ça se fait comme chez nous, de gauche à droite. Qu'est-ce qu'on sait aussi? Qu'il y a des séparateurs de mots, enfin, de phrases, de quelque chose comme ça. Des séparateurs qui viennent tous les 3 ou 4 ou 2 ou 5 caractères, et dont la vocation semble être de séparer, peut-être pour de la syntaxe, de ponctuer. Donc cela isole des segments relativement identifiables. Alors il y a une chose très importante qu'on sait et que Ventris n'a pas inventé. On sait combien il y a de signes différents. Il y en a environ 80, 85. On ne sait pas exactement combien parce qu'il y en a qui sont très rares, dont on peut soupçonner que c'est juste une erreur de graphie. Ils sont mal tracés. Voilà. Mais disons qu'il y en a 85, 87 même, pour être exact. Et lorsqu'on a de nombreux textes, comme c'est le cas, qui tournent seulement avec 87 signes, on peut déduire quelque chose du code graphique. Ce n'est pas de l'idéogramme. L'idéogramme, ça voudrait dire qu'un signe note un mot. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que toutes les tablettes que nous avons ne sont composées qu'à partir de 87 mots. Et ça, c'est idiot, c'est absurde. Ou alors, ce seraient toujours les mêmes formules. Avec 87 mots, vous pouvez faire des milliers d'inscriptions, mais toujours les mêmes. Parce que la combinatoire est faible. Donc ce ne sont pas des idéogrammes. En revanche, ce n'est pas non plus un alphabet, parce que 87 signes, c'est considérable pour un alphabet. C'est beaucoup trop. On est donc dans une notation qui note du son et pas du sens, mais qui note du son au niveau de la syllabe, et non pas du phonème. Par exemple, un signe pour ta, et un signe différent pour ti, et vraisemblablement qui n'a rien à voir avec l'autre. Ta et ti, sans rapport visuel. Et avec 87 signes pour les syllabes, on obtient une notation sûrement très sommaire, de n'importe quelle langue, parce qu'il y a beaucoup plus de 87 syllabes différentes dans une langue donnée, mais par à peu près, on peut admettre qu'on note quelque chose qu'on peut reconnaître. Donc ce sont des mots qui sont séparés par ces démarcateurs. Le premier mot a 3 syllabes, le deuxième en a 3, le suivant en a 4, le suivant en a 2, par exemple. On sait aussi, et les archéologues l'avaient deviné avant Michael Ventris, qu'il y a des chiffres. Ici, 2, 3, 1. Donc ce ne sont pas des démarcateurs, cette fois-là, ce sont des chiffres. Ils ressemblent en l'occurrence à nos chiffres romains, mais c'est par hasard. On a un signe différent pour les dizaines, on en a un différent pour les centaines, pour les milliers, pour les dizaines de milliers. Car il y a parfois des chiffres importants. On sait donc que c'est de la base 10, parce qu'il n'y a jamais plus de 9 unités du même type. Voilà. Dès qu'on dépasse 9, on change le signe. Et par exemple, on passe à la dizaine ou à la centaine, etc. Et donc ça s'obtient par addition, 1 millier, plus 3 centaines, plus 4 dizaines, plus 7 unités. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit, mais ça fait un nombre que vous pouvez, en repassant la bande, deviner. On sait aussi, les archéologues l'avaient compris, qu'il y a des idéogrammes au sens strict, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas là pour signaler du son, mais pour donner du sens. Par exemple, si cette tablette s'appelle tablette au trépied, et ce dès avant Ventris, c'est parce qu'il y a beaucoup de récipients qui sont dessinés. Parfois le même, par exemple celui de la deuxième ligne à droite et celui de la troisième ligne, c'est le même récipient, la même amphore. Les deux autres sont différents. Bon, voilà. Donc il y a aussi des idéogrammes, et ces idéogrammes, on en a fait la liste. Voilà les plus importants. Il y a un idéogramme homme et un idéogramme femme. En général, ils sont assez symboliques et assez représentatifs. Cheval, trépied, amphore, etc. Bien. Et donc c'est un système mixte où il y a presque à chaque fois nécessité d'avoir des chiffres. Donc ce sont des listes. En gros, on peut deviner que ce sont des listes où on compte des éléments et éventuellement on les dessine à côté. Donc il se peut que dans la tablette des trépieds, ça parle de trépied. Voilà. Et qu'on compte des trépieds de telle espèce ou de telle sorte. Mais dans quelle langue? En phénicien, et on ne sait pas ce que c'est. Enfin, ça c'était avant Ventris. Mais voilà, Michael Ventris, le Mozart de la cryptographie. Il est mort à l'âge de Mozart d'ailleurs. Il s'est tué dans un accident de voiture peu de temps après le triomphe académique qu'il méritait. C'est donc un Britannique que rien ne prédisposait à ça. Un Britannique qui a fait des études d'architecture, dont le biographe ou hagiographe Chadwick dit qu'il a fait par ailleurs des beaux bâtiments, mais en réalité, depuis le Mozart de la crypto qu'il était, depuis tout petit, il ne s'intéresse
qu'à des choses inutiles, c'est-à-dire le latin, le grec, l'araméen, l'hébreu, à tout prendre le chinois, on ne sait jamais, parce que son truc, c'est de déchiffrer le linéaire D. Voilà, il est né pour ça. Ça paraît invraisemblable, mais quand il avait 15 ans, il est allé assister au musée de Londres à une conférence du très grand archéologue Sir John Evans, qui régnait sur la crétologie, qui régnait en maître sur tout ce qu'on devait dire sur la Crète, tout ce qu'on devait savoir sur les palais de Minos, etc. Et il avait interrogé, il avait correspondu avec lui pour lui dire que pensez-vous du linéaire B. Il était en rapport dès l'âge de 15 ans avec les plus grands savants et archéologues de Crète. Donc c'est un destin. Hein, c'est un destin, et une fois le destin accompli, le malheureux s'est tué en voiture, mission accomplie. Les données du problème sont tout à fait compliquées, je vous l'ai dit. Mais Ventris s'est dit, au fond, ce sont des textes. Traitons-les comme des textes. Faisons donc de l'analyse textuelle de ces documents. Qu'est-ce que ça signifie, faire de l'analyse textuelle? Ça signifie observer les similarités, les similitudes, les différences surtout, et c'est dans la différence qu'on va peut-être comprendre des choses. Donc, repérer, grâce à sa mémoire prodigieuse, et cela bien avant que l'ordinateur soit un objet de salon, bien évidemment, on ne pouvait pas avoir un ordinateur sur un champ de fouilles à la fin des années 50, eh bien, c'est à l'œil et dans ses carnets où il notait tout, et avec sa mémoire, qu'il faisait ce séquençage. Donc, repérer des séquences identiques, étudier les variations dans ces caractères identiques, faire des statistiques d'apparition des caractères, par exemple. Et il note, et là, c'est vraiment le début de la méthode Ventris, qu'il y a 5 signes que les archéologues ont nommés par des numéros, parce que c'est plus facile à éditer, en réalité. Hein. Plutôt que de faire un caractère spécial chez le typographe pour chacun des 87 signes, on les appelle numéro 1, numéro 2, numéro 8, et ils sont rangés absolument arbitrairement, plus ou moins selon leur forme, les ronds, les carrés, les triangles, parce que vous avez vu que c'est très géométrique. Alors, Ventris observe que ces caractères-là, qui s'appellent 8, 10, 28, 38, 61, ont une fréquence importante pour eux à l'initiale du mot et très rare à l'intérieur ou à la finale du mot. Sa conclusion est sans appel et juste. Ce sont donc des signes qui notent la syllabe voyelle seule. Par exemple, A, E, I, O, U. Il y en a 5, pourquoi pas A, E, I, O, U. Pourquoi? Parce qu'un mot peut commencer par A ou E, mais en revanche, il lui est plus compliqué d'avoir un A qui serait lui-même précédé d'une voyelle, puisque les signes notent des syllabes. Mettons que vous ayez la syllabe to. Si vous avez un A au milieu, ça veut dire que ça va faire to A, ou bien ça va faire pou A. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle un hiatus, 2 voyelles de suite. Et statistiquement, ce n'est pas impossible, on en trouve de fait, mais statistiquement, c'est peu probable. Donc, la faible fréquence de ces signes à l'intérieur et leur quasi-exclusivité à l'initiale lui fait dire, voilà, il y a 5 timbres vocaliques, et appelons-les sommairement 8 et 10, mais l'un vaudra A, l'autre vaudra E, etc. D'autre part, il constate que, puisque ce sont des listes avec des totaux, l'indication chiffrée, 322, 7, 14, avec les chiffres qu'on sait lire, du moins interpréter, sont parfois précédés d'un groupe de 2 signes, 0351 ou, 05, je vais mettre mes lunettes. Oui, 0531, ça fait une petite différence. Et 0512. Il en conclut donc que 0531 ou 0512, ça veut dire égal ou équivaut à ou tant, telle quantité de. Mais pourquoi y en a-t-il 2? Bien, il y en a 2 parce que 531 est associé ou associable à l'idéogramme homme, mais 512 est toujours associé ou associable à l'idéogramme femme. Conclusion, 512 veut dire égal au féminin, et pour désigner des réalités sexuées, féminin, et 531 veut dire égal au masculin. Donc 512 est le féminin de 531. Il commence pareil. Parfois, il y a des mots, un mot, accompagné de l'idéogramme femme. Et ce mot est suivi d'un chiffre entre 1 et 5, jamais plus. Alors il en déduit qu'on parle d'une femme et de ses enfants. De 1 à 5 enfants. S'il y en avait 37,
peut-être qu'il ne ferait pas le même raisonnement. Donc il dit, eh bien, le mot signifie donc enfant. 70-42 idéogramme homme, ça veut dire garçon, et 70-54 idéogramme femme, ça veut dire petite fille. Donc il peut y avoir 3 garçons, 2 filles, par exemple. Belle famille, il en faut. Et puis, c'est là qu'on arrive à la mécanique diabolique, ou angélique, sur laquelle Ventris s'était mis sur la piste par Alice Cobert, qui, certainement, si elle n'était pas morte si jeune, elle aussi, aurait beaucoup contribué à la réussite et elle aurait été collective avec Michael Ventris. Donc, c'est ce que Ventris appelle les triplés de Miss Cobert. Voilà des séquences de mots, lesquels sont séparés par les séparateurs. Donc, ce sont des mots de 3 syllabes ou de 4 syllabes. 3 colonnes, c'est un schéma de Ventris, 3 colonnes et 4 lignes. Si vous regardez la première ligne avec les 3 colonnes, ce que vous observez, c'est qu'il y a les 2 mêmes syllabes à l'initiale de ces 3 mots différents. Les mots sont différents, puisqu'ils n'ont pas la même composition de signes. Mais les 2 premières syllabes sont identiques. Et puis, il y a une variante, que j'encadre ici en vert. Mais cette variante, on la retrouve dans d'autres séries. D'accord ? Alors c'est par exemple, ce que Miss Cobber en déduisait, c'était que ce crétois, ce prétendu crétois, est une langue flexionnelle, c'est-à-dire par exemple une langue dans laquelle il va y avoir une syllabe de plus pour marquer un féminin, ou pour marquer un accusatif, ou pour marquer un pluriel, ou bref, une langue flexionnelle. Par exemple, la première ligne, c'est un masculin, la deuxième, c'est un féminin singulier, la troisième, un féminin pluriel, par exemple. Ça implique que le radical est commun et qu'il s'écrit avec les 2 mêmes signes. Et c'est là que Ventris intervient tout seul et que sa méthode prodigieuse entre en œuvre. Il se dit, eh bien, donc, il y a quelque chose à déduire phonétiquement des signes qui se remplacent l'un l'autre. Par exemple, le signe, cette espèce de croix qui est dans la première ligne, première colonne, et le signe qui ressemble à un panneau routier de la 2e colonne et de la 3e colonne, ont la même consonne. C'est-à-dire que, mettons qu'on écrive le latin comme ça. Alors j'ai ici pour premier mot do, mi, no, par exemple, qui est un mot latin. Donc do, mi, no, 3 syllabes, 3 signes. Et là, j'ai dominarum, par exemple. Autre mot, un féminin et un autre cas. Eh bien, je compare no et na, c'est-à-dire ma croix et mon symbole routier. Eh bien, ils ont la même consonne, c'est le N. D'accord ? Et donc, comme il a beaucoup de ces triplés, ou de ces doublés, de ces petites variantes, il commence à faire ce qu'il appelle ces grilles, ce que nous appelons ces grilles, c'est-à-dire qu'il met en rapport les signes entre eux, en disant, bah, toi tu as la consonne 5, arbitrairement, et voilà la ligne de toutes les consonnes 5. Et puis en colonne, avec des raisonnements dont je vous passe le détail, car ils sont nombreux et vifs, dans les colonnes, je mets les voyelles. Et donc, la voyelle 1, consonne 5, c'est, vous voyez, c'est comme à la bataille navale, c'est le signe qui s'écrit comme ça, et qui donc doit être composé de la même consonne que ceux qui sont sur la même ligne que lui. Mais il ne sait toujours pas quelle est la valeur de la consonne, ni quelle est la langue qu'il faut noter. Mais alors, c'est là qu'il se souvient de son Champollion. Il dit, bon, bah, je dois chercher du crétois, je ne sais pas ce que c'est. Mais une chose est sûre, en crétois, on doit dire quelque chose comme Knossos, puisque c'est le nom d'une très grande ville crétoise. Ça ne veut rien dire en grec, Knossos. Les Grecs l'appellent Knossos et l'écrivent avec leur caractère à eux, mais ce n'est pas du grec. Donc c'est un nom crétois notable en grec. Knossos, ça doit se trouver dans les tablettes de Knossos. Et Amnisos, autre site, ça doit se trouver dans les tablettes d'Amnisos. On doit noter le nom de la ville sur le site où on les trouve. Et il commence à chercher, c'est les noms propres toujours qui font craquer les systèmes, il commence à chercher le nom de Knossos et le nom d'Amnisos. Pourquoi ces deux-là? Parce que Amnisos commence par l'un des 5 signes de voyelle. A. Donc c'est 0,8 ou c'est 18, enfin bon. Voilà déjà un critère. Et puis ça finit comme sos. Il suppose que Knossos, ça va s'écrire dans ce syllabaire très imparfait, sinon il y aurait plus de 87 signes. Konoso, il va falloir selon lui
dupliquer le groupe de consonnes. Kno, c'est invraisemblable qu'il y ait un signe pour Kno, parce que s'il y avait un signe pour Kno, il n'y aurait pas 87 signes, mais 402 probablement. Et donc, il suppose 3 syllabes, ko, no, so, avec les contraintes suivantes. Le dernier, so, est commun à Kno, so et à Mi, so. Le signe pour ami, ni, so, et celui pour ko, no, so, doit être dans la même ligne de la grille, puisque c'est M. Et celui qui a le plus de syllabes, ami, ni, so, doit commencer par l'un des 5 signes de voyelle, et il doit être dans la même colonne, mi et ni, dans la même colonne. Et bien figurez-vous qu'il le trouve. Il trouve les deux. Et quand il trouve les deux, alors je passe sur les quelques hypothèses qu'il avait faites. Quand il trouve les deux, avec ces contraintes-là, il le trouve plusieurs fois. Et donc 08, 73, 30, 12 se dit A, mi, ni, so. Et 70, 52, 12, ou 12 dedans dire so, se dit ko, no, so. Conclusion, 52 et 30, ni et no respectivement doivent être dans la même ligne de sa grille. Et bien sûr c'est le cas, sinon il n'aurait pas trouvé. Et 08 est l'un des signes de la voyelle. Et mi et ni, 73 et 30, sont dans la même colonne de la voyelle. Donc il sait lire un mini-so, mais il sait aussi lire A, il connaît la ligne du M, il connaît la colonne du I, il connaît la colonne du O, la ligne du S, et donc il n'y a plus qu'à dire, bon ben ça c'est un autre signe en S, mais c'est ni I ni O, donc c'est peut-être sous, c'est peut-être ça. Et c'est comme ça que le système craque tout seul. Et il craque tellement tout seul que ça se met à devenir du grec. Et contre toute attente. C'est-à-dire que c'est lui, malgré lui, qui dit, mais franchement, dans la tablette des trépieds, ça se lit tripodé, c'est-à-dire tripodé ou tripodès, c'est-à-dire le nom grec du trépied. Très très grec, très très indo-européen. Et malgré lui, presque, il fait la découverte que c'est en réalité du grec qui est noté par cet alphabet, que donc ce sont plutôt des Grecs qui occupent la Crète et plutôt que l'inverse, et qu'il faut revoir entièrement son histoire et sa géographie de cette lointaine histoire qui était jusque-là de la préhistoire, et grâce à lui, c'est de l'histoire. Donc grâce à lui, le grec nous est connu dorénavant à partir de la fin du 2e millénaire. Il y a une période d'interruption, puisque quand le linéaire B cesse d'être écrit, on n'a pas encore inventé l'alphabet grec, donc il y a une nouvelle période obscure pour le grec, environ 700 ans sans rien, et puis ensuite l'alphabet grec qui sort de nulle part et qui est prodigieusement intelligent et inventif. Mais du coup, on connaît quand même le grec et on peut étudier l'évolution du grec depuis, sur une durée pour laquelle seul le chinois et l'hindi peuvent donner quelques concurrences. Voilà, donc je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle n'est pas commune. Un ordinateur aurait peut-être fait ça plus vite, mais c'était lui l'ordinateur, et donc hommage lui soit rendu. Merci beaucoup pour lui. Nous commençons par la restitution orale et pensée de l'Université Lyon 3 autour de traces écrites. Les étudiantes que je connais bien par ailleurs vont se présenter elles-mêmes. Elles sont très très stressées, donc merci d'être d'avance fort en l'air. Alors, bonjour à tous. Comme Christian Nicolas vous l'a dit, nous sommes les étudiantes de l'Université Lyon 3. Donc, Mélanie Darbouret, COF1, Émilie Grondin et moi-même, Marie Arnaud. Alors, je vais peut-être plus encore les noms. Alors, donc, Mélanie Darbouret, COF1, Émilie Grondin et Marie Arnaud. C'est bon pour les noms? Alors, Marie Arnaud, Mélanie Darbouret,
Wehrquang et Émilie Honard. Merci. Nous allons vous présenter le travail d'une artiste, Marie Auger, qui est une artiste française, ancienne enseignante à l'ESP de Nantes. Donc l'ESP, il faut savoir que c'est l'école des futurs enseignants, donc, à laquelle nous sommes inscrits pour préparer le concours de professeurs des écoles. Donc elle a été enseignante à l'ESP de Nantes en art visuel. Et nous avons eu l'occasion de la rencontrer lors de la Biennale hors norme en octobre 2015. Donc son travail consistait à partir de collectes et de dons, de boutons, de photos, de témoignages de vie, à créer une œuvre plastique dont le but était d'universaliser le propos. Donc elle nous a fait visiter son exposition de fil en histoire. Donc vous voyez quelques images à l'écran. À la bibliothèque universitaire de Lyon 3. Elle nous a ainsi offert son point de vue sur la trace écrite en tant qu'outil de témoignage et de transmission. Nous allons donc d'abord vous présenter son œuvre et sa finalité, ainsi que ses procédés de travail. Puis nous vous présenterons deux témoignages qui lui ont servi d'inspiration pour donner forme à ses œuvres. L'œuvre de Marie Auger se construit par enrichissement du vécu. Elle s'inspire de rêves, d'espoir, d'histoire et prend forme en peinture acrylique, ou huile, en encre, collage, installation, voire de la broderie. Elle aborde régulièrement la question de la Shoah et du souvenir, de ce qu'il reste en mémoire, ce que l'on retient de l'histoire et ce que nous avons pour devoir de transmettre. C'est sans doute dans ces réflexions qu'en tant que futurs profs des écoles, nous avons été traversés de sensibilité par rapport à l'œuvre présentée. Le procédé de créatif de Marie Auger s'articule en 3 temps. Donc elle s'inspire de matériaux collectés et de dons, mais aussi de témoignages de vie. À partir de là, elle va s'inspirer et laisser l'imaginaire construire des œuvres plastiques dont le but est de transcrire le propos dans un langage universel afin de permettre à chacun de s'en saisir à sa manière. Enfin, l'artiste invite les visiteurs à agir dans ses expositions et ses installations. La finalité de l'artiste est donc de transmettre une mémoire du vécu à travers une œuvre plastique ou écrite. Donc pour l'heure, 2 témoignages de vie ont été transcrits. Elle nous a présenté ses cahiers de la transmission, qui sont des sortes de livrets en fait, où sont contenus le résultat d'une rencontre. La relecture par le témoin qui a livré son histoire compte beaucoup pour l'artiste, car cela lui assure de ne pas trahir sa parole en fait. Donc ce principe d'aller-retour permet à l'artiste d'affronter une crainte qui lui est propre. C'est la crainte de trahir le vécu en fait, le témoignage qu'on lui a confié. Cependant, un obstacle à la transmission est bien souvent la langue. En effet, au-delà de l'aspect linguistique, certains témoignages ne peuvent pas avoir de mots ou de traduction pour, par exemple, exprimer la difficulté de l'expérience, comme l'horreur des camps, ou l'ambiance, la dureté des mots prononcés ou l'aboiement de chiens. Pour parler à Auschwitz, il faut parler à Auschwitz. Il faut inventer une langue spécifique. Voilà. Parce que la langue là-bas, elle n'existe nulle part ailleurs. C'était une langue faite de plein d'idiomes. Comment décrire tout ça? L'œuvre de Marie Auger vient proposer une réponse en initiant le langage accessible au plus grand nombre. Ce langage universel passe principalement par la plastique de ses œuvres. Parce qu'il y a aussi des carnets qui sont peut-être un peu moins plastiques que le reste. Qu'elles soient peinture, l'encre, sculpture, robe de boutons, toutes les techniques employées sont au service de la transmission d'un message à travers le temps et l'espace afin d'en garder trace dans une mémoire collective. L'artiste a pour volonté de bâtir une bibliothèque de la transmission, c'est-à-dire une collection de témoignages et de vie dont le souvenir se doit d'être transcrit comme un devoir de mémoire. La trace écrite est un des points de départ possibles à la création de ces œuvres qui se veulent être perçues comme une transmission de témoignages autonomes pouvant à leur tour donner forme à une nouvelle trace écrite. Donc, cette collection de témoignages de vie passe par une rencontre en toute intimité entre l'artiste et la personne qui livre son témoignage.
Donc Olivier Tric et Gilbert Veil, sont l'une de ces rencontres qui vont transmettre une histoire personnelle pour ensuite devenir témoin de l'histoire. Donc dans une seconde partie, nous allons vous présenter 2 histoires nous-mêmes et avant cela, on va vous diffuser un document audio. C'est l'artiste elle-même, Marie Auger, qui parle d'une de ses œuvres, la veuve Baudinet. Ensuite, Émilie et moi-même vous présenterons Les femmes tondues d'Olivier Tric et Ziwa et Mélanie, l'histoire d'un déporté, donc en l'occurrence celle de Gilbert Veil. Elle s'est retrouvée à 32 ans veuve et mère de 5 enfants. Ça a été terrible pour elle parce qu'en fait, son mari, elle ne connaissait pas les activités de résistance de son mari, ça se passe à Nantes. Et son mari a été enlevé par la Gestapo, dénoncé par quelqu'un dans son usine. Et donc en 1944, il disparaît de la circulation, personne ne sait où il est, et en fait, il est emmené en Allemagne, à Neuengamme, donc c'est un camp d'extermination. Et donc il reste 1 an là-bas, il tient le coup, et il va y avoir donc la libération du camp. Et les SS prennent panique quand ils apprennent que les Américains approchent, et ils embarquent tous les déportés, les 8000 déportés, marche de la mort. Donc vers Lübeck, port de Lübeck, ils obligent les déportés à grimper sur 3 bateaux, trop petits. Donc tous à crever de chaud là-dedans, enfin bref. Et les Anglais qui étaient dans le ciel à ce moment-là voient des mouvements de troupes au sol, des mouvements de foule, et commencent à lâcher des bombes. Et en fait, ils ont canardé les déportés en même temps que les SS. Et donc, je crois qu'ils étaient 8000, il est resté 600 survivants. Donc, il est mort 2 jours après la libération du camp sous les bombes anglaises, ce qui est quand même assez paradoxal. Et donc, Marguerite, le temps où il a été absent pendant 1 an, elle va lui écrire des lettres très belles, des lettres vraiment qui disent son amour fou pour cet homme, et en même temps toutes ses angoisses de ne pas le voir revenir parce qu'elle est enceinte du 5e, et elle sait très bien le boulot qui l'attend si elle ne revient pas. Et donc Marguerite va écrire une dernière lettre en 1950, donc elle arrête d'écrire en 1945, et en 1950 elle écrit une dernière lettre pour son mari disparu. Et là on voit qu'elle a abdiqué à sa vie de femme, c'est devenu très catholique, très chrétienne. Voilà l'histoire de Marguerite, c'est une histoire de femme qui attend. Donc maintenant, son mari est un héros, il a sa rue, il y a une amicale Baudinet. Cette amicale a veillé à ce que son mari n'avait pas d'argent, il ne travaillait pas. Donc l'amicale a veillé à ce que toujours elle puisse donner à manger à ses enfants et qu'ils puissent faire des études. Donc ça, c'est important. Donc le deuxième témoignage est celui d'Olivier Tric, qui est né en 1936 à Réole. Donc Olivier s'était rendu au vernissage de Marie Auger sur les femmes tondues, donc en mars 2009, et au cours de celle-là, il a été pris d'une forte émotion et il s'était mis à pleurer sans savoir pourquoi. Et du coup, quelques jours plus tard, quand il a rencontré Marie Auger, puis il a enfin pu parler de ce qu'il avait ressenti, et c'est alors qu'il a évoqué son enfance et l'écho que les œuvres de Marie Auger ont eu sur son vécu. Donc l'histoire se passe à Montauban, entre 1943 et 1944. Lorsqu'il était âgé de 7 ou 8 ans, en rentrant de l'école, Olivier a remarqué un attroupement et s'est faufilé pour voir ce qu'il s'y passait. C'était selon lui l'endroit où il y avait les pendus et où l'on tondait les femmes avant que Montauban ne soit libéré. Il a pu assister à la tombe d'une femme, qu'il décrit comme une belle femme, assise sur une chaise, dont le visage ne laissait aucun doute sur l'effroi qu'elle ressentait.
stupéfait par ce qu'il voyait. Il est resté quelques instants à regarder la scène avant qu'une femme ne lui dise de rentrer chez lui, par peur que sa mère s'inquiète. C'est déboussolé et en pleurs qu'il entreprit le chemin pour finalement arriver chez lui et retrouver sa mère assise sur une chaise, en pleurs également. Croyant qu'on allait aussi l'attendre, il s'est approché d'elle pour comprendre ce qu'il se passait. En vain. Il n'a pas compris pourquoi sa mère pleurait, ni pourquoi elle lui avait dit d'aller jouer dans le jardin. Il a finalement compris sa révolte et sa détresse quand son père est rentré et qu'il a entendu une conversation entre eux au sujet de ces femmes qu'on tondait. Quant à son père, il n'était pas autant impliqué que cela dans la cause de ces femmes, ce qui avait agacé son épouse à tel point qu'Olivier dit se souvenir des points de sa mère remplis de conviction. Il n'en a jamais parlé avec elle. Jamais. Sa dernière phrase envers Marie-Augie fut celle-ci. Avec votre travail, j'ai eu l'impression que c'est un monde enfoui qui ressurgissait. Pourquoi on n'embarque pas? Ça a été un choc, un vrai choc. La suivante est l'histoire de Gilles Darvé, né le 25 mai 1931. Je l'ai arrêté à Lyon. J'ai essayé de monter dans un train, mais c'est finalement un autre train qui m'a embarqué. Voilà comment débute l'histoire de Gilbert, un déporté qui a toujours refusé de porter l'étoile jaune et qui a été arrêté par le Gestapo à Lyon en 1944. Il avait 23 ans. Après son arrestation, il a suivi un interrogatoire par Klaus Barbie vers la place Bellecour, afin de connaître les crimes qu'il avait commis en tant que juif et gaulliste. Il raconte durant son mois en prison ses produits en attentat contre Hitler. Par conséquent, les nazis se vengeaient en les martyrisant, voire fusillèrent à la mort des détenus. C'est une période dont on parle moins qu'Auschwitz, c'est plus parlant. Mais Lyon, c'est une période assez épouvantable. Le convoi qui l'a emmené à Auschwitz un mois et 2 jours plus tard transportait 3000 personnes, dont 1000 enfants de 1 à 15 ans. Il raconte être tombé souvent malade dans le camp et se faisait soigner parfois par des piqûres douloureuses dans l'os. Les malades les moins chanceux étaient sélectionnés et partaient à la sélection, comme il disait. Sa chance, entre guillemets, à lui, aura été la maladie. C'est ce qui l'a aidé à tenir dans de telles conditions. Il a échappé plusieurs fois à la mort et le raconte avec détachement. Gilbert a vécu dans le camp pendant 10 mois et à sa sortie, il a pu retrouver ses grands-parents. Ses parents étaient morts. À la libération, ils sont encore restés quelques semaines dans le camp avec d'autres, comme il disait, camarades de déportation. Il n'avait jamais reparlé d'Auschwitz avant son rendez-vous avec Marie-Augie. Elle est retournée voir Gilbert quelques temps après et ils ont pu converser plus précisément sur les tortures subies et ses plaies aux jambes qui ne guérissaient pas. Auschwitz était plus qu'un camp, qu'un lieu géographique. C'est une histoire, une langue, un monde emprunté. Gilbert aura gardé son numéro ancré sur son bras, comme pour lui rappeler éternellement un souvenir qu'il tente à tout prix d'oublier. Comme le conclut l'artiste, il faudra de longues heures en œuvre pour que la parole contenue pendant si longues années peu à peu s'autorise. Donc ces différents entretiens se sont faits naturellement, il n'y a pas eu de provocation de la part de Marie-Augie, et ces expositions sont construites de la même façon. Elle a un véritable désir de faire de son art un témoin. Elle essaye d'incarner ses histoires, mais cela reste difficile pour elle. Et c'est parce qu'elle est entourée affectivement qu'elle peut faire ce travail, nous a-t-elle dit, parce qu'elle se laisse véritablement coloniser par ces histoires. Nous nous rappelons des paroles de Marie-Augie sur ses entretiens et ses réalisations artistiques. Ça se fait dans l'humain, il n'y a pas d'artifice, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est de l'humain qu'il faut pouvoir transmettre, et mon travail, c'est juste de la transmission. Mon travail est un relais, c'est juste un relais. C'est d'aller du passé au demain. Donc le thème de la trace écrite nous a permis, en tant que futurs professeurs des écoles, de nous questionner sur la question de la transmission qui devient un élément clé.
Cette transmission est au cœur du métier de l'enseignement, car comment transmettre une histoire, une mémoire sensible, telle que la déportation, au plus près de la vérité, sans la trahir alors que même ses témoins ont cette peur de trahir ce vécu. De plus, comment transmettre une histoire sensible et délicate, actuelle ou passée, à un jeune public. La trace écrite devient alors un élément essentiel car elle est porteuse de mémoire. Une trace écrite individuelle et intime peut devenir une mémoire pouvant se transformer en œuvre d'art, capable de rayonner collectivement tout en parlant à chacun pour susciter à son tour un autre témoignage écrit. Donc maintenant, nous allons passer à la récitation dansée avec les autres danseurs.